Annick Girardin est sur notre plateau. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Gaëlle Le Dantec nous a rejoint également pour mener les discussions. Madame la ministre, les hospitaliers ont-ils un espoir de recouvrer l'indexation de ces primes? Écoutez, je ne vais pas répondre par caméra interposée. Je les rencontre dans quelques minutes. Non, ce qui est important d'expliquer, c'est effectivement que depuis de nombreuses années, on a mis une surrémunération sur des indemnités. C'est une procédure, effectivement, ou un dispositif qui a été jugé illégal par la Chambre régionale des comptes, par d'autres types de rapports. Et donc, cette indemnité étant jugée illégale, le ministère de la Santé a réfléchi, effectivement, sur la question du pouvoir d'achat de ces fonctionnaires et comment sortir de cette impasse. Un décret qui a été négocié avec les syndicats, avec l'hôpital, a apporté un certain nombre de solutions qui semblent ne pas satisfaire. Nous allons donc évoquer ce sujet tout à l'heure. Est-ce que cette suppression de l'indexation des primes est le signe avant-coureur d'une remise en question éventuelle de l'indexation des revenus des fonctionnaires ultramarins, ou est-ce que vous confirmez que ça n'est absolument pas à l'ordre du jour ? Ah non, c'est absolument pas le sujet. Là, on est sur un sujet très spécifique, c'est-à-dire que les indemnités n'ont pas à connaître une surrémunération. Ça a été fait depuis des années. Donc c'est un sujet qui, effectivement, date de très longtemps, mais ça ne remet pas en cause la surrémunération dans les territoires d'outre-mer. Je l'ai dit, dans ce quinquennat, il n'est pas question de remettre en cause la surrémunération, le principe de la surrémunération dans les territoires d'outre-mer. Tous les parlementaires de tous bords vous expliquent que ce n'est pas une bonne idée de réformer l'abattement fiscal spécifique aux Outre-mer. Ils disent que même si ça concerne les plus riches, ça fait quand même de l'argent en moins dans l'économie locale et que ce n'est pas aux ultramarins de financer des crèches, des écoles dans les départements qui sont déjà défavorisés. Est-ce que vous comprenez leur position ? Alors vous savez, il y a là aussi, ce sont des dispositifs de très longue date. Nous avions mis en place dans les territoires d'outre-mer des abattements supplémentaires qui n'existaient pas en métropole, de 30 et 40% selon les territoires d'outre-mer. Et quand on retrouve les débats, ce qui est déclaré, c'est pour accoutumer effectivement les outre-mer au paiement de l'impôt. C'est pas très beau comme phrase, mais c'est ce que j'ai retrouvé. Aujourd'hui, des années après, un certain nombre de questions se posent. Et vous savez, en termes de fiscalité, ce sont les territoires d'outre-mer qui rencontre le plus d'injustice, et notamment avec cet abattement. Il a été décidé non pas de supprimer cet abattement, mais de changer les seuils des plafonds, ce qui fait que 4% des foyers fiscaux vont être touchés par cette augmentation d'impôt qui peut aller de 300 € à plus de 2000 € et qui touchera donc ces fameux 4%. Vous savez, moi, je comprends que des élus puissent effectivement intervenir, mais j'assume ce que je fais. Je suis une femme de gauche et la justice et l'équité fiscale, je la recherche en permanence. Après, c'est pas le sujet. On n'est pas dans l'outre-mer qui finance l'outre-mer, soyons sérieux. Quand on voit effectivement la solidarité envers les territoires d'outre-mer, et elle est normale, et je la défends. Au niveau national, ça n'empêche pas effectivement qu'on puisse là aussi mettre de l'équité. Vous savez, c'est un sujet. Ça fait à peu près une dizaine de gouvernements qui réfléchissent à cette question. Et puis personne ne l'a jamais fait, tout simplement parce que le retour sur le territoire n'était jamais garanti. Moi, j'ai obtenu que 100% de cette somme, c'est 70 millions par année, 100% de cette somme soit réinjectée, on va le dire comme ça, dans les territoires d'outre-mer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça ne s'est jamais fait. Et c'est à cette condition seulement que je portais cette réforme. À propos de fiscalité, les aides aux entreprises ultramarines vont évoluer avec la fin du CICE, la remise à plat d'exonérations. Les acteurs économiques sont inquiets, et notamment du fait que les exonérations pourraient désormais se concentrer plutôt sur les petits salaires. Est-ce qu'il y a un risque pour l'emploi, et notamment pour l'emploi des cadres ultramarins ? Alors, d'abord, il faut dire que moi, j'ai souhaité qu'on travaille sur l'ensemble des aides aux entreprises des territoires d'outre-mer. C'est 2,5 milliards d'euros par année qu'il fallait effectivement qu'on a passé en revue, avec plusieurs aides qui sont là. Il y a effectivement cette volonté de changer les zones fiscales. On en a des nouvelles, zones fiscales franches, des zones franches nouvelles. On les a mis en place. On va aussi faire en sorte que 100 millions d'euros arrivent
auprès des entreprises pour les soutenir tout au long de la vie de l'entreprise, de la création à son développement, à sa transmission. On va aussi faire en sorte effectivement que les soutiens à travers la défiscalisation soient présents et jusqu'en 2025, une prolongation importante. Et puis il y a cette réforme qui est nationale, qui est la suppression du CICE et la volonté effectivement de mettre un dispositif pérenne sur les exos. Et c'est là où on a un débat parce que la réforme qui est proposée et que j'assume a des effets de bord. Et je savais qu'il y aurait effectivement, et c'est le choix politique qui est fait, des perdants et des gagnants, puisque la priorité de cette réforme, c'est bien l'emploi, et l'emploi de ceux qui sont le plus éloignés aujourd'hui de l'emploi. L'emploi de tous ces jeunes ici qui, à La Réunion, ne trouvent pas d'emploi. On a eu les taux du chômage avant hier, je crois. On voit bien qu'il n'y a pas d'effet de tous les dispositifs qu'on a pu mettre en place aujourd'hui. Et donc, il faut aller beaucoup plus loin. Alors oui, il y a un débat qui se réouvre avec les entreprises parce que ces effets de bord, ces gagnants qui, malgré tout, ne sont pas au rendez-vous que je souhaitais, eh bien, nécessitent qu'on rouvre la porte des discussions. C'est ce qu'on fait dès la semaine prochaine à Paris. Vous parlez justement de ces dispositifs mis en place pour l'emploi et on parle de la diminution du nombre d'emplois aidés, la réforme de leur financement qui est un autre sujet qui a fâché à peu près tous les élus et qui pose de nombreux problèmes. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux maires qui voient défiler les demandeurs d'emploi qui ne peuvent plus leur donner de contrats et aux associations qui dépendent parfois de ces contrats aidés? Alors là encore, c'est la même chose. L'emploi aidé, il a été mis en place pourquoi ? Pour aider les jeunes à accéder à l'emploi, pour leur permettre des formations le temps de l'emploi. Est-ce qu'on est au rendez-vous de cette réussite ? Eh bien non. Là non plus, ça n'a pas changé véritablement la situation sur les contrats aidés, passé plusieurs jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, et ce n'est pas satisfaisant. Donc ce dispositif, il fallait effectivement qu'il soit modifié. Ça a été trop brutal dans les territoires d'outre-mer, c'est pour ça que je me suis battue immédiatement pour que le nombre d'emplois aidés dans les territoires, le pourcentage soit beaucoup plus important. Une constatation, ici à La Réunion, 15% des contrats aidés effectués ou faits ou réalisés sont réalisés à La Réunion. C'est le premier territoire en termes de pourcentage et de contrats de soutien. Il en reste d'ailleurs s'il fallait en faire un peu plus. L'important, c'est que ces jeunes ou ces moins jeunes soient formés. L'important, c'est qu'ils trouvent de l'emploi durable. C'est là la question. Après, il y a la question des services publics. C'est un autre sujet. Comment aider autrement les collectivités, les associations, c'est aussi ce que nous voulons faire. Et on passe à présent au logement, un point que vous avez abordé durant votre visite, notamment concernant le rétablissement de l'APL accession. Et vous avez échangé de façon assez dynamique, on peut le dire, avec Éric Fontaine, bien connu ici pour défendre les logements précaires. Je vous propose de l'écouter et puis on reviendra vers vous. Ce que je regrette sincèrement de la part de ce gouvernement, c'est qu'on n'a pas de lisibilité sur du long terme sur l'accession à la propriété. Quand vous dites que vous rétablissez 1000 dossiers de location logement et une accession à la propriété... Je n'ai pas dit que je rétablis 1000 dossiers, j'ai dit qu'on gérait le stock et le stock était évalué à 1000. Vous allez prendre le stock. Je n'ai pas dit ça. Okay. Non, mais on ne soit pas je veux bien échanger avec vous. Oui. Si vous avez la même patience pour m'écouter que je vous écoute. Attends, je finis jusqu'au bout. Mais non, parce que vous interprétez ce que je dis. J'ai le dernier point. Ça concerne la location à logement, accession... Non. Vous seriez vous-même, Annick Girardin, en voyant cette séquence. On sent que le dialogue est compliqué. Vous avez finalement rétabli pour un an cette aide à l'accession à la propriété que vous aviez supprimée. Est-ce que vous aviez mal évalué l'impact ? Pourquoi est-ce que vous l'avez supprimé pour le remettre ? Absolument pas. Oui, je souriais parce que sur le terrain, je suis toujours très naturelle et se regarder après, effectivement, ça fait sourire. Non, j'ai discuté avec ce monsieur, mais je voudrais aussi vous dire que j'ai pris du temps, plus de 2 heures, pour discuter avec l'ensemble des acteurs du logement sur ce territoire. Et c'est important, effectivement, que je puisse vous dire que j'échange sur tous les sujets, et notamment sur l'APL accession qui est rétablie pour une année, pour effectivement traiter le stock et les dossiers 2019. Et en même temps, en 2019, nous créons le nouveau dispositif qui fera que cette dynamique qu'on va faire renaître puisse continuer. Alors, il n'y a pas une question d'impact ou d'évaluation, il y a une décision nationale, et puis il y a le combat de la ministre des Outre-mer, mais certains élus se sont mobilisés aussi, bien sûr, ici à La Réunion, notamment, et j'ai l'habitude d'être toujours très transparente, et vous le savez, et très franche. Eh bien, ce combat, nous l'avons mené, et avec le ministre du Logement, Julien Denormandie, nous avons décidé de
créer un nouvel outil pour les territoires d'outre-mer pour répondre aux spécificités des territoires d'outre-mer, puisque l'appel accession ne sera pas rétabli au plan national. Vous évoquez 1000 dossiers. Est-ce qu'on sait si ce sont des dossiers qui concernent l'ensemble des outre-mer ou uniquement la Réunion? Alors, on a à peu près un stock de 1000 dossiers, un peu plus de 1000 dossiers sur l'ensemble des outre-mer, mais je suis sûre, et j'en suis même certaine, que les 3/4 des dossiers sont ici à La Réunion. Mais je voudrais ici dire aussi que le président de région, enfin la région, a pris le relais sur cette année 2018, après avoir effectivement constaté qu'il y avait une dynamique qui baissait et qu'il fallait venir soutenir ces familles qui veulent avoir accès à la propriété. Vous savez, c'est 20 000 logements, me dit-on effectivement, qui sont nécessaires aujourd'hui à La Réunion. Et puis, comme on connaît la démographie de La Réunion, eh bien, c'est encore plus dans les années à venir. Donc, on a une vraie politique du logement à mener. J'ai fait un certain nombre d'annonces avec les acteurs du logement et nous allons construire une réponse ensemble.